Bon, on peut les applaudir déjà pour les encourager, pour les mettre en forme. Et puis, c'est à vous, donc, chers conférenciers, pour cette conférence. Stanko. Bonjour à tous, bienvenue. On va faire un tour de table pour se présenter. Donc, je suis Stanko Trifinovic, je suis le responsable technique de l'ARC. À ce titre, je suis le responsable de la copropriété, de la coopérative technique de l'ARC qui s'appelle ARC Service. Par ailleurs, je suis architecte, mais c'est pas avec cette casquette que je me présente aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Jessica Jacobi-Coali, je travaille à l'Agence parisienne du climat, je suis responsable du pôle copropriété, donc je ne sais pas si on présente tout de suite l'Agence parisienne du climat, mais on est une association, donc on intervient sur Paris Intramuros, on accompagne les particuliers, les copropriétés qui ont des projets de rénovation énergétique, et on est l'espace France Rénov, dont vous avez certainement entendu parler, sur Paris. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, Éric Palu, donc responsable d'affaires copropriété chez Pouget Consultant, donc bureau d'études, et j'aborde les problématiques thermiques, énergétiques et environnementales sur des projets de rénovation en copropriété uniquement. Bonjour, François Pellegrin, architecte urbaniste. Nous sommes à Paris et nous avons tout un département qui prend de plus en plus d'importance, qui se spécifie sur les copropriétés depuis une dizaine d'années d'ailleurs maintenant. Et donc, on travaille aussi avec l'ARC et avec l'Agence parisienne du climat, en dehors de notre strict cadre de projet, pour essayer de faire avancer, et avec Pouget, pour faire avancer un peu et fluidifier tous ces diagnostics. Vous savez qu'il faut massifier et le temps est long. La copro, c'est le temps long. Donc, on travaille ensemble aussi pour essayer de fluidifier toutes ces procédures. Alors, aujourd'hui, cornemuse. Aujourd'hui, la conférence de 16 heures porte sur la rénovation énergétique. On souhaitait faire une présentation un peu informelle sous forme de table ronde. Donc, chacun apportera un point de vue sur la situation actuelle, sur les perspectives qui existent. Alors, nous, à l'ARC, donc moi, comme je disais tout à l'heure, on reçoit des sollicitations des adhérents, souvent leurs angoisses, leurs questionnements par rapport au changement de réglementation, d'obligations législatives et autres. Mais on a aussi des questions purement techniques. Et une des questions qui se posent, c'est le constat et donc le démarrage de la réflexion sur les besoins que peut avoir une copropriété. Donc là, aujourd'hui, on va aborder, donc c'est un petit sommaire, on va aborder donc le constat des besoins de la copropriété, les aides publiques qui font un peu suite logique au constat et donc qui forment un peu l'appétence ou l'encouragement au passage à l'acte pour la rénovation énergétique. J'aborderai avec mes voisins aussi l'articulation entre les travaux d'entretien, qui sont les travaux qui jusqu'à maintenant étaient les travaux de tous les jours de la copro, hein, donc refaire le toit, s'occuper de la colonne d'eau usée, et le cas où faire ces travaux implique de faire des travaux d'amélioration énergétique. Hein. Ensuite, on abordera des questions plus techniques sur des choix de rénovation, les matériaux biosourcés, enfin les tendances et les pistes qui se posent lors de la mise en place des projets. On parlera également des nouvelles aussi considérations qui ont surgi et qui surgiront concernant des concepts comme le confort d'été, hein, qui sont des choses qui nous passaient pas du tout par la tête il y a une quinzaine d'années, enfin pas en termes généraux. Les nouvelles sources d'énergie, enfin les énergies renouvelables, le photovoltaïque, etc. Donc c'est une nouvelle considération. On évoquera également le fait que ces rénovations demandent des compétences pluridisciplinaires. Hein, donc on a ici l'exemple de trois versants mais qui peut être encore plus nombreux. La partie argent, la partie thermique, la partie architecturale. Donc c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires maintenant qui sont nécessaires. Donc ça a changé un peu la forme aussi de travailler avec les copropriétés.
On évoquera le temps long que disait François Pellegrin à l'instant, c'est-à-dire qu'on va en copropriété, on n'est pas confronté à un client unique qui dit oui ou non. On est confronté à une AG, puis on va d'une autre AG, on va d'une autre AG. Donc, on peut avoir plus ou moins envie de démarrer, être tout feu tout flamme, mais on va se retrouver dans ce cadre plus ou moins rigide qui est ce fameux temps long de la copropriété. On reviendra après sur un cas d'étude pratique, une copropriété à Clamart. On a la chance d'avoir donc pour cette étude de cas pratique 2 intervenants qui ont travaillé dessus, donc M. Pellegrin et M. Palu. Et finalement, en façon de table ronde, on échangera sur ces considérations sur le futur, et notamment, je suppose que vous êtes tous un peu inquiets sur les questions de subventionnement et autres. On essaiera de vous rassurer ou pas. Voilà. Donc, oui, et cela se clora avec une session de questions et réponses d'environ une demi-heure. Hop. Alors, donc les constats des besoins de la copropriété. Alors, je ne vais pas m'étaler, mais vous avez ce que je disais, des besoins qui sont les besoins un peu classiques, qui sont les besoins techniques, j'appellerais. L'entretien, tout simplement, la mise aux normes, l'accompagnement du vieillissement de la copro, les questions liées à la sécurité, à l'hygiène, à salubrité parfois, des nouveaux usages aussi qui surgissent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est censé envisager de faire du compostage dans les copropriétés. Donc ça se discute, mais en tout cas, il ne faut pas fermer. Enfin, c'est quelque chose dont il faut être au courant. Les aménagements de locaux à vélo, par exemple, qui peuvent être aussi, si c'est pas bien maîtrisé, une source d'inconfort ou de nuisance ou de conflits et de tensions entre copropriétaires. Et puis d'autres usages, c'est le besoin de prise de branchement pour les véhicules électriques, typiquement. Donc ça, c'est un constat de besoin de copropriété que peuvent rencontrer les copropriétés, qui viennent d'apparaître en quelque sorte. Vous avez aussi les travaux pour pour raisons énergétiques. Et jusqu'à maintenant, c'était plutôt les pouvoirs publics qui nous poussaient et qui nous encourageaient à être proactifs, mais l'argent étant ce qu'il est, et certainement pas élastique, on y allait un peu à reculons. Donc les pouvoirs publics ont été de plus en plus proactifs avec des systèmes de subventionnement, d'encouragement, ou par exemple l'obligation d'avoir un plan pluriannuel de travaux. Alors j'en reparlerai plus tard, mais c'est quelque chose qui vous oblige à être au courant de l'état réel de votre copro et qui vous donne des pistes. Alors c'est pas des obligations, mais ça vous donne une liste de travaux à faire que vous utiliserez pour après piloter au mieux votre copro. Et également des phasages pour coupler tel ou tel travaux ensemble, si éventuellement ça peut permettre de débloquer des subventions. Et il y a aussi le fait que économiquement, surtout depuis 2021, on sent les différences au niveau des prix de l'énergie. Il y a aussi le confort. Donc, je parlais tout à l'heure de confort d'été. Le confort d'été, c'est déjà un sujet qui était plus ou moins pénible, et notamment à Paris, si les petites canicules c'était 5 jours à passer à souffrir, maintenant les petites canicules se multiplient et sont amenées à se multiplier, donc ça devient un vrai sujet si on ne veut pas couvrir la France de pompes à chaleur réversibles ou de climatisation ou autre. Donc c'est des choses qu'il faut intégrer. Et puis tout simplement la prise de conscience écologique des personnes qui peut-être se posent des questions pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et pour leur qualité de vie future. Alors, je passerai donc, suite à cette introduction sur les besoins, je passerai au point des aides, donc ce que je disais précédemment sur les incitations qui existent et qui sont mises en place par le pouvoir public.
On a eu longtemps des crédits d'impôt qui ont été supprimés. On a eu des certificats d'économie d'énergie qui ont été vraiment revus à la baisse. Et aujourd'hui, je laisserai Jessica Jacobi Coali développer un peu ce qui existe au niveau, par exemple, de ma prime rénov'. Exactement. Donc peut-être juste avant de parler de ma prime rénov' copropriété et des autres aides qui existent à l'échelle locale et nationale, enfin, dans les grandes mailles, je pense que c'est important de rappeler lorsque vous lancez dans un projet de rénovation énergétique, c'est de bien prendre conscience du besoin de votre immeuble. Pourquoi vous vous lancez dans un projet de rénovation? Est-ce qu'il s'agit d'un simple ravalement? Est-ce qu'il s'agit d'un besoin d'entretien? Est-ce qu'il y a un problème de structure? Voilà. Partir de votre besoin. Est-ce que vous avez envie de végétaliser? Est-ce que vous avez envie de remettre à neuf le local poubelle? Enfin voilà. Réfléchir déjà aux besoins. Et donc nous, à l'Agence parisienne du climat, on va commencer par s'intéresser aux besoins que vous avez repérés, le besoin aussi que votre syndic gestionnaire de copropriété va nous faire remonter. Donc c'est un travail, on va dire, en partenariat qui se lance avec les membres du conseil syndical, un membre du conseil syndical, le gestionnaire de copropriété et puis le conseiller à l'Agence parisienne du climat. Donc nous, on a créé la plateforme Coach Copro. Donc c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et être mis en relation avec un conseiller à l'Agence parisienne du climat. Donc là, je parle de Paris, mais sur la métropole du Grand Paris, vous avez aussi d'autres structures qui interviennent. Si jamais il y a des gens qui habitent par exemple à La Défense ou à Nanterre, ce seront mes collègues qui sont sur le territoire donc c'est l'ALEC POLD qui va se charger de vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Comme l'a indiqué François Pellegrin tout à l'heure, nous, on est en lien avec les professionnels qui vont intervenir par la suite. Donc la deuxième phase, ou voire troisième phase, sur un diagnostic de votre immeuble, sur si un besoin de DPE, diagnostic de performance énergétique, de plan pluriannuel de travaux. Voilà, donc nous, on est en lien avec tous ces professionnels et notre rôle aussi, c'est de vous orienter vers les professionnels. Donc on ne va pas vous donner un nom, mais on a une liste de professionnels affiliés à notre annuaire Coach Copro. Donc voilà, c'était pour un peu poser le cadre. Et juste avant de vous parler vraiment des financements, parce que là, on est au stade où finalement, vous avez fait un diagnostic de votre immeuble, vous avez un projet de travaux, et maintenant, quelles sont les aides disponibles? Donc, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a l'éco-PTZ, il y a un certain nombre d'aides dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais juste avant, peut-être à main levée, qui sont les personnes qui habitent Paris intramuros? Ok, donc une bonne moitié à peu près. Très bien. Donc pour toutes ces personnes, sachez que l'Agence parisienne du climat a un stand, donc un stand numéro 66. Donc peut-être que je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, donc j'anticipe un peu les besoins, mais mes collègues seront là aussi pour y répondre. Ma prime rénov' copropriété, donc je pense que vous en avez peut-être tous entendu parler. C'est un dispositif qui est public, qui a été lancé maintenant depuis un petit moment. En tout cas cette année, on a un certain nombre de critères pour les copropriétés qui souhaitent bénéficier de cette aide financière et c'est une aide qui est versée au syndicat des copropriétaires. Donc pour tous les copropriétaires. Et pour ce faire, comme toute aide, il y a un certain nombre de critères à respecter, notamment avoir au moins 75% de l'eau d'habitation principale. Donc c'est un seuil qui a été abaissé notamment pour les plus petites copropriétés. Être immatriculé au registre national des copropriétés. Donc généralement, ça c'est une démarche que votre syndic a déjà entrepris. Et après, bien évidemment, faire des travaux de rénovation, parce que c'est ce qui nous intéresse, et notamment des travaux de rénovation énergétique. Et donc là, il y a un seuil d'économie d'énergie à atteindre pour pouvoir déclencher en fait ce dispositif d'aide. Bien évidemment, je vous dis tout ça, mais vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a une obligation d'être accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on appelle l'AMO, qui va vous aider à monter et notamment savoir le reste à charge que vous allez devoir payer. Quand on parle de travaux de rénovation énergétique, il faut bien identifier les postes de travaux. Et ça, c'est pas vous qui allez le faire, c'est Pouget Consulting, c'est François Pellegrin avec son équipe et c'est d'autres professionnels qui pourront établir les travaux que vous allez devoir réaliser. Et donc là, généralement, quand on parle de travaux à l'échelle globale de la copropriété, on entend les travaux d'isolation thermique par l'extérieur, de toiture, des changements de menuiserie. Enfin voilà, on va travailler vraiment sur l'enveloppe du bâtiment et pas que, mais également sur la partie chaufferie. Enfin voilà, il y a toute cette partie qui est prise en compte.
Et bien évidemment, ces travaux devront être réalisés par un professionnel RGE. Donc, c'est reconnu garant de l'environnement. Et pareil, ces professionnels seront travaillés, et en tout cas seront sélectionnés en partie par votre maître d'œuvre, qui est obligatoire dans le cadre d'un projet aussi ambitieux qu'une rénovation énergétique globale. Sachez que sur Paris, on accompagne un peu plus de 13 000 copropriétés. Et sur ces 13 000 copropriétés, donc ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on existe, on a vu passer un certain nombre de projets de rénovation énergétique. Vous pouvez vous rendre sur taper trophée Coach CoPro sur Internet et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de retours d'expérience. On organise assez régulièrement des visites justement pour montrer que la rénovation énergétique en copropriété, c'est possible. Et deux, voilà, qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, et plusieurs types d'immeubles différents avec voilà, des caractéristiques différentes. Et donc voilà, en fonction de votre copropriété, en fonction du type de bâti que vous avez, vous pouvez aussi vous projeter finalement ce vers quoi ce que vous pourriez avoir potentiellement si vous faites des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est une aide à l'échelle nationale. Nous avons également une aide, un dispositif d'accompagnement à l'échelle de Paris qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus. Il s'agit d'un dispositif qui a été lancé par la ville de Paris il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et ce dispositif permet aux copropriétaires qui sont dans Paris intramuros, donc la moitié de la salle, si vous êtes intéressé et que vous avez un projet de rénovation énergétique, si vous avez déjà effectué un diagnostic technique globale, un DTG ou même un audit énergétique, donc un diagnostic de votre immeuble et que vous savez que vous souhaitez vous engager dans un projet global, à ce moment-là, vous pouvez revenir vers votre conseiller via Coach CoPro et qui va travailler, étudier aussi votre dossier et soumettre à la ville de Paris votre dossier pour l'intégration. En quoi ça consiste? Globalement, vous avez une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc ce qu'on appelle l'AMO gratuite, donc un accompagnement soit par Solia, soit par Urbanis en fonction de votre périmètre où vous habitez exactement, dans quel arrondissement. Ou encore, si vous avez déjà une équipe, finalement, votre maître d'œuvre et également une AMO, vous avez la possibilité de vous faire financer. Donc, garder votre équipe et vous faire financer pour la suite de votre travaux. Vous avez une aide performantielle, ce qu'on appelle l'aide performantielle. Donc, l'idée, c'est pour les copropriétés qui vont faire un certain nombre de travaux et qui vont atteindre un gain d'économie d'énergie importante, d'avoir un peu plus de financement. Donc, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Il y a également des primes pour les objectifs, donc notamment le Treasure. Si vous avez un projet de végétalisation, de gestion des déchets, donc vous avez aussi un accompagnement, enfin dire une prime en plus pour travailler, étudier en tout cas tous ces types de travaux possibles. Donc, comme toutes les aides, bien évidemment, on a des critères pour intégrer. Donc, déjà, un critère, c'est d'avoir un projet de rénovation énergétique, d'atteindre au minimum 15% de gains énergétiques. Donc ça, c'est important à noter parce que notamment pour les plus petites copropriétés ou des copropriétés qui auraient fait quelques travaux il y a quelques années et pour lesquels il resterait encore des choses à faire, si vous atteignez au minimum 15%, vous pouvez intégrer ce dispositif. Donc bien évidemment, au niveau des aides financières, ce sera un tout petit peu moins qu'une copropriété qui va atteindre 35 ou 40% de gains, mais c'est à prendre en compte également. Que ça s'adresse de manière assez large, on va dire, ça touche un public assez large. Et enfin, je vais parler peut-être du dernier dispositif qui est valable par contre uniquement sur Paris, donc ça s'appelle le dispositif CoProASIS. C'est une aide financière également de la ville de Paris. Je vous ai mis quelques détails. Globalement, c'est une aide pour la végétalisation. Donc si, c'est typiquement les nouvelles, c'est un exemple des nouvelles pratiques et des nouveaux usages qui surgissent. Hein. Ça ne s'applique pas forcément à toutes les copros, mais c'est vraiment intéressant. Exactement, j'ai presque envie de dire, si vous avez une cour d'immeuble et vous avez une toiture terrasse, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc là, on sort un peu du scope de la rénovation énergétique. Mais si vous avez déjà fait une rénovation énergétique, si vous avez un projet d'embellissement, peut-être même de rafraîchissement, on va dire, de votre cour d'immeuble. Donc, CoProASIS, c'est une aide et un accompagnement pour végétaliser sa copropriété.
Et donc voilà, enfin, là, on aura une aide forfaitaire de 5 000 € pour une étude d'avant-projet, donc qui est possible avec bien évidemment le respect de cahier des charges qui est mis à disposition pour les paysagistes et les professionnels qui vont devoir faire ces études, et une aide jusqu'à 80% des travaux de végétalisation qui sont possibles à hauteur de 30 000 €. Donc ça, pareil, la porte d'entrée pour l'ensemble de ces aides et dispositifs, donc c'est l'Agence parisienne du climat, et notamment Coach CoPro. Donc si vous êtes sur un autre territoire et que vous êtes potentiellement intéressé par ce type d'aide, ça peut valoir le coup de se rapprocher vers votre espace France Rénov'. Et donc sur Coach CoPro, vous tapez votre code postal et vous allez aussi retrouver qui sont vos interlocuteurs. Est-ce qu'il y a un programme à l'échelle de votre commune? Est-ce qu'il y a un programme à l'échelle de votre collectivité pour vous lancer dans un projet de rénovation énergétique, peut-être pour la végétalisation, ou voilà, débitumer les sols, etc. Donc il y a peut-être parfois des projets qui existent. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter directement via Coach CoPro et vous renseigner sur ce qui existe sur votre territoire. Alors, tout à fait. Donc, pour reprendre sur France Rénov', c'est vraiment, nous, on est l'Arc national, donc pour nos amis de province, c'est vraiment une ressource fiable parce que c'est un réseau qui couvre, il y a plus de 400 bureaux sur toute la France, donc ça couvre tout le territoire. Vous cherchez sur Google France Rénov' ou à travers Coach CoPro. Coach CoPro, c'est la porte d'entrée pour le territoire de Paris. Après, il y a la métropole Grand Paris, et puis localement, en province, vous avez toutes sortes d'interlocuteurs chapeautés donc, par ce réseau appelé France Rénov'. C'est vraiment intéressant. Oui, peut-être aussi pour si vous êtes ailleurs et pas forcément en Ile-de-France, je pense à Marseille, Bordeaux ou d'autres grandes villes, Lyon. On a nos collègues, donc on est une agence au cadre de l'énergie, on a nos collègues qui interviennent et qui sont là aussi pour vous aider. Donc France Rénov', c'est un service public pour la rénovation énergétique. Vous allez certainement voir prochainement des spots publicitaires pour promouvoir en fait notamment le conseil gratuit de ces conseillers qui font un travail au quotidien pour vous informer et vous donner le maximum d'informations pour vous aider à améliorer le confort au sein de votre logement et également au sein de votre copropriété, parce qu'on accompagne tout le monde, hein, notamment les personnes qui sont en maison individuelle aussi, ils nous appellent. Donc l'espace France Rénov', c'est notre rôle de vous accompagner et vous aider à faire à la fois des économies d'énergie et au niveau de la facture lorsqu'on peut, et vous accompagner au niveau des travaux, des diagnostics que vous allez avoir pour comprendre en fait ce que vous devez faire vous, pour améliorer le confort au sein de votre logement. Oui, pour revenir aussi sur CoPro-Oasis, donc le dispositif tout à l'heure sur la végétalisation, c'est tout à fait dans le cadre pour moi de la rénovation énergétique. Hein. C'est-à-dire que si on a moins de chaleur dans un îlot, on a moins besoin d'énergie pour se rafraîchir. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent. Donc on voit qu'il y a des aides qui existent. Les travaux, bon, nous, à l'Arc, on a toujours dit, c'est très beau, la réglementation poussée vers l'écologie, vers les réductions de consommation énergétique, mais c'est vraiment, en premier lieu, le travaux d'entretien. Il ne faut pas vous laisser freiner dans votre suivi de la vie de votre copro, et être omnibulé et paralysé par toutes ces arrivées d'obligations réglementaires et autres. Donc, néanmoins, en entretenant son bâtiment, on procède à des actes qui font qu'on va améliorer aussi thermiquement, énergétiquement les performances de votre immeuble. Donc il y a cette notion sur laquelle je voulais revenir, qui date maintenant de 2017, mais qui est toujours d'actualité, qui est celle des travaux embarqués. Par exemple, savez-vous que quand vous envisagez de faire un ravalement, aujourd'hui, vous devez envisager de faire, en tout cas d'étudier la possibilité de mettre une ITE, donc isolation thermique par extérieur. Donc vous participez à l'entretien de votre immeuble, la façade qui est vieillissante, etc. Et vous devez envisager de faire une ITE. Alors, ce qui se passe dans les cas concrets de tous les jours, c'est qu'il y a souvent beaucoup de dérogations, beaucoup de cas de figure où, notamment pour les façades côté rue, il y a des obstacles à cela, des sortes de dérogations.
Par exemple, si alors là, vous avez toute une liste à l'après-vert, mais je ne vais pas toutes les faire, mais par exemple, si les architectes de bâtiments de France vous empêchent, ou parce que votre façade elle a un style ancien, avec des modèles de nature, des matériaux, etc., on risque de vous empêcher. Si vous voulez mettre de l'isolation, ça implique de mettre une surépaisseur. Peut-être que dans le PLU, le plan local d'urbanisme, on ne peut pas gagner de l'épaisseur sur la rue. Alors peut-être que sur les pignons et sur l'arrière, oui, mais pas sur l'espace public. D'autres contraintes, c'est technique aussi. Est-ce que c'est un mur qui doit respirer? À ce moment-là, la peau, l'isolant, il faut qu'il respire aussi. Ça devient tout de suite une autre paire de manches parce que pour que l'isolant soit perspirant, ce n'est pas une technique courante. Ça peut être beaucoup plus lourd. Les dérogations, donc là, la contrainte économique aussi, c'est quelque chose on en parle de moins en moins, mais c'est vrai qu'il faut mettre dans la balance le temps de retour sur investissement. Il était de 10 ans. Je pense que c'est un peu une façon de voir un peu bornée. C'est vraiment mettre dans la balance ce que vous voulez pour votre immeuble. Hein. Pas juste compter les euros. Alors, hop. D'autres dérogations, les bâtiments récents, puisque eux, ils sont déjà isolés normalement, les façades isolées après 2008, celles qui ont déjà eu un bon comportement, les bâtiments qui ont fait un audit ou un DTG qui dit qu'il n'y a pas de nécessité d'isolation. Si vous avez des balcons, par exemple, vous ne pouvez pas, avec l'isolation, vous vous retrouvez coincé avec un balcon qui ne devient plus praticable, même s'il existe des solutions techniques au cas par cas. Si vous devez refaire, casser des décors, des modèles nature et qu'il faut les reconstituer, ça, on va plutôt éviter. Et si aussi vous avez de l'amiante dans la façade, c'est plutôt rare, mais ça peut exister. Et à ce moment-là, ça peut être un motif de dérogation. Donc voilà, là, je parle de dérogation. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc cette notion de travaux embarqués, ça ne s'applique pas qu'aux façades. Hein. Ça peut s'appliquer par exemple dans le cas des réfections de toiture, voilà, tout ce qui est réfection de l'enveloppe du bâti. Alors, je vais avancer la slide. Alors voilà, j'y suis. Donc, pour avoir la connaissance de cet état technique, donc pour démarrer votre envie de rénovation énergétique et surtout savoir où vous allez, il ne suffit pas de se poser autour d'une table et discuter avec les gens de la copro qui sont d'anciens ou même d'actuels du BTP ou le cousin qui est architecte, etc. Il faut la loi, depuis la loi du 22 août 2021, donc la dite loi climat et résilience, impose de faire un plan pluriannuel de travaux. Excusez-moi. Le plan pluriannuel de travaux, c'est une obligation de plus réglementaire, mais en fait, elle s'avère être une vraie chance parce qu'elle vous donne justement la connaissance de l'état réel et de ce qu'il faut faire pour votre copro. Et ça, c'est vraiment fait par des gens extérieurs à la... Merci. Je perds ma voix là. Merci. Donc, excusez-moi. Donc ce plan pluriannuel de travaux, en quoi ça consiste? C'est un plan de travaux à faire sur 10 ans, classé par ordre de priorité, avec des prix estimatifs de ces travaux, donc une colonne de prix, les gains énergétiques éventuels que ces travaux permettent d'atteindre, des propositions de phasage. Et donc, ce liste de plans, donc de travaux, pardon, sur 10 ans, elle peut être faite, donc elle est faite en extérieur hein, par des tiers. Donc, ça vous donne un document dépassionné où il n'y a pas le conseil syndical, monsieur Untel et madame Truc qui se détestent et qui chacun va pousser de son côté. Non, là, c'est vraiment une photo d'une feuille de route idéale qu'après vous respecterez ou pas, ça c'est votre affaire, mais vous n'avez plus d'excuses et de dire que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire. Bon. Ce plan pluriannuel de travaux donc, inclut des travaux qu'on a vu précédemment d'entretien, mais aussi d'amélioration énergétique. Et la loi dit qu'il y a deux façons de le faire.
il y a la façon la plus simple qui est une analyse architecturale et technique du bâti accompagnée d'un DPE collectif. C'est plutôt adapté aux bâtiments plus anciens, d'avant 48, sans grand technique, sans par exemple chauffage collectif. Pourquoi ? Parce que c'est un architecte qui vient faire la visite technique, qui visite les parties communes, un échantillon d'appartements et qui fait un rapport. Et parallèlement, un diagnostiqueur DPE collectif, donc c'est un diagnostiqueur un peu plus qualitatif que le diagnostiqueur de base qui fait les appartements, parce que la formation est plus compliquée. Et il vient, il fait donc un calcul thermique, il analyse l'enveloppe et aussi les usages du bâti, et il vous donne donc, il donne à l'architecte donc le DPE collectif avec toutes les données, les caractéristiques et aussi des suggestions de travaux et de scénarios de travaux qui permettent d'atteindre telle ou telle note. Donc il vous donne la note actuelle plus 3 scénarios, un où on fait rien. On fait que de l'entretien sans amélioration, puis un autre où on fait des travaux et on améliore là où c'est facile, et un troisième qui est un scénario le plus volontariste avec pour objectif voir si on peut atteindre 35% de gain énergétique, ce qui permet d'ouvrir le sésame, d'ouvrir la porte à MaPrimeRénov'. Donc ça, l'architecte avec son diagnostiqueur, il fait ça et vous fournit un document. Ça coûte un certain prix, c'est pas très économique, mais c'est toujours beaucoup plus économique que l'autre façon de faire qui s'appelle le diagnostic technique global, qui là, qualitativement, on est dans un cran au-dessus. On a un architecte, mais à la place d'avoir un diagnostiqueur, là, c'est un thermicien donc, qui vient analyser. Si on est en période de chauffe, si c'est un chauffage collectif, il vient en période de chauffe. Il y a des prises de sondage, etc. Et il y a aussi un volet qui n'existe pas dans la première façon de faire, le PPT, donc qui est le volet ingénierie financière. Alors c'est quoi l'ingénierie financière ? C'est justement, à ce stade c'est un peu simple, mais c'est quand même déjà des pistes, c'est voir en fonction de telle ou telle subvention. Donc si vous arrivez à 35% de gain énergétique, on va dire vous êtes éligible à MaPrimeRénov', et on part sur une simulation de combien, par rapport au prix du montant des travaux, serait le reste, la quote-part de chacun. Alors ils ne vont pas à ce stade faire par appartement, monsieur machin, madame truc, mais ça va être par typologie d'appartement. On va dire tel type d'appartement va avoir un temps de montant à payer pour ses travaux. Sur ces travaux, il aura droit à tant de subventions et tant de reste à charge. Le reste à charge, il aura droit à tant de prêts à taux zéro et tant de prêts classiques, etc. Ça s'appelle l'ingénierie financière. Donc au stade du DTG, c'est quelque chose d'assez sommaire encore. On ne rentre pas tellement dans les détails, dans les critères sociaux, etc. Mais c'est déjà une piste qui est très très intéressante. Ça n'existe pas dans l'analyse architecturale et technique du bâti, c'est que dans le DTG. Donc, thermicien au lieu de diagnostiqueur et ingénierie financière qui n'existait pas dans l'autre. Alors, lequel choisir ? Bon, dans le cas du DTG, bâtiment de 48 à 73, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que c'est déjà des bâtiments à construction industrielle, mais qui sont avant l'arrivée de la VMC et des premières lois de réglementation énergétique, enfin des réglementations thermiques qui ont surgi après les chocs pétroliers. Donc c'est des immeubles qui sont pratiquement sans isolation la plupart du temps, et qui peuvent être, de par leur architecture plutôt simple, relativement facilement isolés. Les bâtiments avant 48, c'est des bâtiments de ce qu'on appelle construction traditionnelle, et il peut y avoir des problèmes soit de patrimoine, de style, de préservation d'un look, d'une ambiance, d'un point de vue, d'un respect d'urbanisme, mais aussi des problèmes de technique parce qu'on a sur des pans de bois, on ne va pas mettre d'isolation, ou sur un mur en pierre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et après 74, pourquoi c'est pas tellement intéressant le DTG ? Parce qu'après 74, on a déjà l'isolation
thermique qui commence à apparaître. Alors en 76, peut-être que c'était pas l'isolation qu'il y a maintenant, mais ça fait qu'il y a moins de gains énergétiques, de gisements, de gains énergétiques à trouver, et donc vous êtes moins susceptible d'atteindre 35% de gains énergétiques. C'est pas impossible, mais c'est moins probable, et donc un DTG est un peu surdimensionné. Voilà. Alors, hop. On va passer. Donc le DTG permettait de voir. Ça vous apporte donc un document où vous avez donc une feuille de route. Avec la feuille de route, vous allez voir votre architecte préféré. Et si vous ne savez pas comment trouver un architecte, vous pouvez toujours contacter l'ARC, puisque on a un service où on conseille, on accompagne nos adhérents là-dessus. On a sorti aussi aujourd'hui un nouveau guide qui s'appelle La place architecte en copropriété, qui permet de donner des pistes pour dédramatiser la recherche de l'architecte. Mais là, voilà, merci. Mais là, je vais laisser la parole donc à François Pellegrin pour parler un peu des bâtiments actuels et des nouveaux matériaux et nouvelles options qui surgissent. Pour traiter un bâtiment, il marche là, oui. Pour traiter un bâtiment, il faut le comprendre. Je dirais même il faut l'aimer. Alors aujourd'hui, on est appelé à la tâche pour réparer des bâtiments qui soit ont été mal conçus, soit mal exécutés, soit quelquefois mal utilisés. Donc, ça veut dire que les architectes ne sont pas exempts de reproches parce que parmi les bâtiments qu'on répare, il y a des bâtiments signés par d'ailleurs des grands noms. Et d'ailleurs, je précise quand même, Sanko, c'est que dans les immeubles, nous, on a eu à réhabiliter quand même les immeubles après 74, 80, et on a réussi pour certains à les amener en étiquette B. C'est-à-dire corriger des défauts majeurs qu'ils affichaient, qui étaient souvent c'était des radiateurs à l'envers, hein, ces immeubles, avec des refends, des balcons, des trucs qui sortent de partout, et qui étaient autant de points de fuite de chaleur, ou points d'entrée de chaleur selon le cycle des saisons. Donc bref, c'est intéressant pour des architectes, avec nos camarades thermiciens, de se pencher là-dessus, parce qu'on a pu démontrer. Vous allez sur le site de Coach CoPro, vous verrez des centaines ou des dizaines, quinzaines, je sais pas, de centaines de projets avec des fiches monographiques. Il y a les coûts, il y a les acteurs, il y a l'état avant, l'état après, et vous verrez donc qu'un miracle est possible. D'abord, on peut rendre un bâtiment moche beau. Ces travaux qu'on va faire là, on ne va pas les refaire tous les 10 ans. Hein. Et on a un rendez-vous en 2050. Objectif, neutralité carbone. Donc, il va falloir réfléchir au type de matériaux que l'on met. Et on ne mettra pas n'importe quoi sur n'importe quel support. Donc, il faut comprendre le bâtiment, il faut aimer le bâtiment, et il faut comprendre les habitants et leur usage. Donc, c'est vraiment de l'histoire d'écoute, de confiance. Et nous, dans notre méthode de travail, alors malheureusement, bon, c'était pas compris dans la technique, on n'a pas pu le faire, mais il y aura quelques images tout à l'heure sur un projet. On utilise, puis ceux qui sont passés sur, on a un stand ici, ceux qui sont passés sur notre stand ont pu le voir. On travaille avec ce qu'on appelle une maquette numérique, c'est-à-dire on fait le bâtiment en 3D, ce qui permet de bien poser les problèmes, de bien comprendre quand on construit cette maquette numérique. En fait, on reconstruit virtuellement le bâtiment. Donc, on voit les points porteurs, les points déperditifs, le point du balcon, les fissures, etc. Et ça, on le partage avec tout le monde. Et c'est comme ça que cette maquette numérique étant transparente, c'est comme ça qu'on installe la confiance. Et il n'y aura pas de projet réussi s'il n'y a pas de confiance. Et à ce sujet, je voudrais quand même souligner le rôle fondamental que peuvent jouer des organismes comme l'ARC ou l'Agence parisienne du climat, qui sont des tiers de confiance. Pourquoi je dis ça? Parce que quand un architecte vient vous voir pour dire qu'il faut faire des travaux, on est tout de suite soupçonné de vouloir gagner notre vie sur le dos de la copro. Le pourcentage. Oui, alors pourcentage, c'est un truc idiot. Nous, on ne le pratique pas parce que... Enfin, on essaie de ne pas le pratiquer. Quelquefois, on est obligé parce que quand on ne connaît pas l'enveloppe des travaux et qu'on est interrogé, on dit voilà, s'il y a 500 000 € de travaux, ce serait de tel ordre. S'il y a 1 million de travaux, ça va baisser. C'est bon. Mais en fait, nous, quand on bâtit nos devis... on a suffisamment
recul sur notre vie professionnelle et on a depuis les premières années de mon existence professionnelle une comptabilité analytique, donc on sait parfaitement le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Donc, bon, ça c'est une petite parenthèse sur le pourcentage. Le tiers de confiance que joue l'ARC et la PC est fondamental. Nous, on voyait les difficultés au début. D'abord, on se retrouvait à faire des explications pédagogiques qui nous demandent beaucoup de temps et qui sont plutôt du ressort de la puissance publique. Ce n'est pas à nous d'aller expliquer MaPrimeRénov', même si on le fait. Voilà. Donc, à partir du moment où ces organismes ont réussi à vous convaincre qu'il faut agir, nous, notre travail est facilité parce que vous allez nous entendre, à pouvoir dialoguer. Et démontrer, alors ça ne marche pas à tous les coups, ça dépendra beaucoup de la typologie, la morphologie de vos immeubles, mais enfin, il y a une chose magique qu'on a pu démontrer. D'abord, on peut remonter des étiquettes de ces années-là en étiquette B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des réductions drastiques de consommation, moins 55, moins 60%. Ça ne veut pas dire moins 65% sur la facture, hein, puisque vous avez vu qu'entre-temps, l'énergie, elle a pris des trajectoires qu'on ne maîtrise pas, et puis ça peut nous retomber sur le nez. Mais donc, il y a un gain, quand on fait l'isolation par l'extérieur, fantastique sur le confort d'été, sur le confort d'hiver. Allez interroger les syndics sur lesquels, enfin les syndics, les habitants qui ont eu la chance d'avoir des projets rénovés, c'est le jour et la nuit. Donc confort d'été, confort d'hiver, amélioration de l'acoustique, pour en dire un mot, vis-à-vis des bruits extérieurs. Mais du coup, vous allez nous dire, mais attendez, moi, j'entends beaucoup plus les bruits intérieurs. Avant, vous les entendiez peut-être moins parce qu'ils étaient effacés par des bruits extérieurs. Donc, ils prennent plus de relief. Et ça, moi, j'avertis toujours les habitants parce que ça arrive immanquablement. Donc, il faut tout dire. Hein. Mais néanmoins, on a affaibli les bruits vis-à-vis de l'extérieur par une enveloppe rénovée. Et on a pu embarquer, dans certains cas, greffer sur ce vieux bâtiment des performances qu'il n'avait jamais visé à avoir ou espéré avoir à sa construction parce que ce n'était pas dans l'air du temps. On peut y ajouter de la biodiversité, on peut gérer les eaux pluviales, on peut faire de la captation solaire. Enfin bref, on peut faire plein de choses qui fait que ce bâtiment n'a finalement plus grand-chose à envier aux bâtiments neufs qui sortent aujourd'hui. Et c'est quand même ça qu'il faut viser. Ça ne sera pas possible sur tous les patrimoines. Les immeubles, les beaux immeubles des années 30 en briques ou les haussmanniens, qui ne sont pas si pires, sont bien meilleurs que les immeubles qu'on a fait dans les années 70. Hein. Bon voilà, tout ça, c'est upgradable, j'aime pas ce mot, qui n'est pas très français, mais enfin, on peut augmenter des performances sur des bâtiments qui n'avaient jamais vu. Donc c'est quand même plein d'espoir. Et je me terminerai sur cette dernière idée, la valorisation patrimoniale. La valorisation patrimoniale, elle est certaine, en plus du confort, dès lors que votre... Et c'est pas moi qui le dis. Enfin, moi, je disais il y a déjà 10 ans, on ne me croyait pas. Maintenant, vous allez voir les bases de données des notaires. Et vous voyez que quand on a remonté un bâtiment qui était en classe E, en classe B, c'est plus de 1 000 € du mètre carré de valorisation patrimoniale à la revente pour en gros 300 mètres carrés investis en travaux. Bon, voilà pour un peu camper le décor. J'ai entendu parler de 15% de valorisation foncière de la Chambre des notaires. Et d'ailleurs, plus l'énergie coûtera cher, plus évidemment... Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas trop de confort d'été, qui devient un vrai sujet. Hein. Donc il faut penser biodiversité, traitement quand vous avez des toitures horizontales, à mon avis, plutôt que de les peindre en blanc, ça engage que moi. Parce que si on les peint toutes les toitures de la ville en blanc, je pense qu'on va créer un dôme de chaleur sur la ville, parce que la chaleur, le rayonnement, hop, il rebondit, mais il ne va pas repartir au ciel. Et par contre, mettre du végétal pour créer de l'îlot de fraîcheur, améliorer la pérennité de votre isolation de la terrasse, améliorer l'acoustique, et puis accueillir des petits bestiaux, des oiseaux, des abeilles, etc. Tout ça, c'est important d'essayer de le faire, et on a des solutions. Du côté bureau d'études, je vais essayer de vous scinder quand même deux prismes qui sont importants à prendre conscience. C'est qu'on parle de bâtiments d'après-guerre et d'avant-guerre, et donc les projets ne peuvent pas être copiés entre l'un et l'autre. Les bâtiments d'après-guerre auront des gisements beaucoup plus simples et de la performance beaucoup plus facile à atteindre qu'un bâtiment d'avant-guerre, haussmannien, etc., où les techniques et même les systèmes qu'on pourra mettre en place sur ce type de rénovation
devront être plus étudiés, peut-être plus succincts, selon les complexités en fait, du site, de sa localisation, parce que le bâtiment ancien est aussi en centre de ville. Donc il y a aussi d'autres sujets qui gravitent sur des projets. Et donc c'est important d'un point de vue donc, architecte et bureau d'études de déjà mettre l'évidence que si vous habitez dans l'haussmannien, évidemment qu'on ne parle pas mettre de la pompe à chaleur, des panneaux solaires sur tout ce que vous voulez. En fait, on a une limite technique aussi au bâtiment parce qu'il faut garder ce cachet, il faut garder ce confort également qui existe déjà dans des bâtiments anciens. Donc c'est important que déjà vous preniez conscience que deux types de bâtis, deux types de projets, et que même dans ces projets, tout bâtiment est différent et chaque bâtiment a son histoire, même humaine, avec le conseil syndical ou technique. Donc ça, c'est important de vous dire. Donc les choix que nous on fait avec les architectes sur l'isolation, sur des pans de bois, sur du béton, sur de la brique, va être tout à fait différent par rapport au support et sa localisation et l'attente des copropriétaires. Parce qu'il faut savoir que la réglementation thermique du bâtiment existant, elle concerne que les bâtiments d'après-guerre, après 45. Les bâtiments d'avant 45 sont soumis à aucune réglementation du fait de leurs matériaux traditionnels et qu'on ne peut pas aller aussi loin que les bâtiments d'après-guerre. Donc il ne faut pas se contenter ou viser du performantiel tout le temps sur du bâti ancien, parce que des fois on ne peut pas, il faut aussi l'accepter, et c'est important que je vous le souligne, parce que des fois des bâtiments haussmanniens ou des copropriétaires d'haussmanniens nous demandent de faire l'impossible sur des bâtiments très anciens. Voilà. Ouais, ça on voit souvent à l'Arc lors des permanences, les gens sont frustrés, parce qu'il y a vraiment une appétence pour l'amélioration énergétique. Hein. Sauf qu'on fait avec ce qu'on a, hein. On hérite, enfin... On est copropriétaire d'un immeuble qu'il est ce qu'il est, donc il faut faire avec. Il y a des compromis entre garder le cachet de son immeuble et le rendre performant ou à minima plus confortable. Enfin, il y a un équilibre à trouver dans le bâti ancien qui est beaucoup plus fort que dans un bâtiment d'après-guerre où là, ça va être quand même de manière plus aisée. Les solutions techniques, on peut en trouver plus facilement. Voilà. C'est juste un premier avant là-dessus que je voulais introduire. Ouais, et puis les bâtiments qui sont plus résilients que d'autres. L'haussmannien ou le faubourien, construit chaud, plan de bois, etc., ils sont très très résilients. Ils ont une capacité à encaisser les chocs thermiques qu'on n'avait jamais imaginés. Quand on a construit les bâtiments dans ces années-là, et a fortiori dans les années 70-80, là, les tout béton après-guerre, les codes calcul, les scénarii n'ont jamais envisagé de telles fréquences et amplitudes de chocs thermiques. Et les bâtiments qui sont le plus en souffrance sont les immeubles béton des années 70-80. Pourquoi ? Parce que ils ne sont pas perspirants du tout. La chaleur vient se coller sur le mur. Ça monte à 60 degrés, hein, sud-sud-ouest en pleine canicule. Bon, d'abord, ça va évidemment pas disparaître magiquement dans la nuit. Ça va transpirer par le mur et venir vous surchauffer. Mais ça entraîne des fragilités. C'est pas du baratin. J'ai des immeubles que je surveille depuis plus de 10 ans et je vois depuis 2-3 ans une accélération des pathologies qui avaient été déjà vues il y a 10 ans, mais qui était à peu près stable. Et là, voilà. Donc, il faut quand même bien comprendre ces différentes mécanismes de construction, ces différentes typologies et trouver les bonnes solutions. Sur l'haussmannien, un tout petit mot. L'haussmannien, nous, on a réussi à en remonter un, place de la Bourse, bel haussmannien, très bel haussmannien, en étiquette B. Bon, il est raccordé au CPCU, hein, vous savez que ça aide beaucoup le chauffage urbain. Voilà. Mais ça veut dire qu'on peut le faire. Alors évidemment, on n'a pas mis d'isolation sur la façade sur rue, mais on a mis quand même de l'isolation intérieure dans la façade sur rue. Et évidemment, sur cour, on a mis de l'isolation par l'extérieur. Donc vous voyez qu'on peut, un haussmannien, si vous acceptez d'y mettre quand même de l'isolant intérieur, et pas n'importe quel isolant, pareil, mur respirant, eh bien, on peut aussi le monter en étiquette B. Ah oui, madame, vous perdez de la surface. Eh bien oui, madame, vous perdez de la surface. Mais vous gagnez... vous perdez de la surface. Il y a des choix à faire dans la vie. C'est les compromis. Mais... Oui, par exemple. Non, mais... Ça couvre justement cette élévation de la valeur foncière va couvrir la perte des centimètres carrés due à l'isolation. Moi, quand j'ai rénové mes bureaux et mon habitation qui est au-dessus, à Paris, je me suis volé 25 mètres carrés en isolant. Bon, sur 250. Non, mais il y a les bureaux... Non, mais il y a les bureaux et le truc. Non, mais c'est pour. Bon, l'immeuble est arrondi, donc c'est. Mais oui, madame, mais c'est des choix cruciaux à faire. Ouais, ouais. Et soit c'était inchauffable en hiver, mon truc, soit c'était invivable en été. Et ben j'ai demandé aucune aide. Enfin, j'ai essayé. C'était il y a 10 ans. Quand j'ai vu la complexité, j'ai laissé tomber. Ouais, ouais.
Non, et puis pour chauffer, enfin, ça devait être impossible. Et donc pour revenir sur les choix, sur les systèmes, moi j'aime bien du coup parler quand même comme dans un cadre d'un projet de rénovation. Le choix énergétique d'un bâtiment, c'est quand même un engagement. Et lorsqu'une copro s'engage sur l'énergétique, la rénovation, le choix du vecteur énergétique, réseau de chaleur, gaz ou complément, est très important parce que vous allez vous engager sur 20-25 ans de durée de vie d'un équipement. Et dans les projets, moi j'ai un mot quand même à mettre en avant, c'est la résilience par rapport à l'énergie fossile et l'engagement qu'il faut y avoir là-dessus. Ou décarboner, c'est très bien, ça devient de plus en plus dans les rénovations énergétiques existantes, mais aussi se délaisser un peu de l'énergie fossile quand on peut le faire est très important. Et à court terme, ça semble peut-être trop une perte d'argent financière, mais sur du long terme, l'expérience qu'on a chez Pouget et les hausses du prix de l'énergie font que plus qu'on va se détacher de l'énergie fossile, plus on va avoir la plus-value sur nos charges sur du long terme, parce qu'on va vraiment calmer ces hausses et tamponner en fait la hausse sur le prix de l'énergie. Donc souvent, dans le cadre de projets de rénovation, les ENR sont maintenant des solutions très avantageuses. Donc, il y en a ENR, énergie renouvelable, pardon, énergie renouvelable, et qui sont dessinées souvent sur 3 vecteurs. Alors, je vous parle de cas concrets parce qu'on peut parler de tout et n'importe quoi en énergie renouvelable, mais en copropriété, on va parler beaucoup d'hybridation de chaufferie, c'est-à-dire qu'on va quand même garder une énergie fossile comme clé, comme pour chauffer un bâtiment et pour l'eau chaude sanitaire. Ça peut être du gaz, du réseau de chaleur, du bois, etc. Mais on va essayer de compléter ça avec de l'énergie renouvelable, qui peut être soit du solaire thermique, même s'il y a eu mauvaise presse dans les années 2000 avec le neuf. Il y a eu maintenant les pompes à chaleur, qui sont des équipements très plébiscités, où j'attire votre attention entre 2 systèmes importants. Vous avez le RO qui est très connu, qui est donc le climatiseur qu'on voit partout, qui recrache de la chaleur à l'extérieur, qui est un système performant en mi-saison pour des bâtiments qui ne sont considérés pas comme passoires thermiques, parce qu'une pompe à chaleur, plus on va lui demander du chaud en sortie d'évaporateur, plus sa performance va diminuer. Donc le jeu, c'est plus j'isole, plus je suis éligible à la pompe à chaleur. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, parce que plus je mets de pompe à chaleur, plus ça va être bruyant, plus ça va être gourmand en électricité. Et vu qu'on a du bâtiment existant, vous avez une infrastructure électrique qui est limitée. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous recréer des colonnes montantes, etc. Donc, c'est de l'adaptabilité à trouver entre un bon compromis et avant tout thermique. Il faut traiter les enveloppes avant toute chose pour réduire le besoin, être résilient sur l'énergie fossile et ensuite adapter le moteur à la carcasse. C'est comme ça que ça marche, les rénovations énergétiques. La chaufferie, elle ne fera pas tout, c'est avant tout l'enveloppe qui doit être performante. Et à partir de là, on choisit son énergétique. Donc les packs peut être une bonne solution, RO, mais c'est important de prendre en compte que ce sont des systèmes électriques, et vous voyez tous vos factures électriques augmenter de manière très forte. Et pour être franc avec vous, sur du court terme, les pompes à chaleur ne sont pas rentables, parce que vous allez payer une énergie 3 fois plus chère que le combustible exact. Et donc quand en hybride, vous allez payer une énergie 3 fois plus chère que le gaz. Ce qui fait que sur du court terme, l'investissement, il peut être non avéré. Et là où d'autres solutions de NR peuvent arriver, comme nous, on met souvent, ou on plébiscite, c'est l'autoconsommation. Donc là, je parlais de photovoltaïque, où nous, Pouget, on met en avant le fait que si on veut hybrider un bâtiment avec des équipements électriques, produisons notre électricité. Voilà. Et ce sont des choses tout à fait maintenant faisables et concevables pour nous dans des projets. Et là, on arrive dans un cercle vertueux sur des systèmes où on est en autosuffisance, c'est un mot qui est important, je pense, quand on veut se détacher de l'huile entre production d'électricité pour alimenter nos équipements, qui vont, eux, nous épargner du gaz, et quand on a besoin de relève ou d'insuffisance sur les équipements, on va dire, d'hybridation, là, le gaz est fatal, mais on l'utilisera le moins possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à verdir des projets, contrôler ses charges, parce que du coup, on va vraiment avoir une autoconsommation plutôt présente dans l'appareil de conception, et décarboner avec cet objectif encore 2050. Et donc, tout ce spectre-là, il y a beaucoup d'équipements à prévoir, des interactions avec l'architecte sur les toitures, sur des choses comme ça, ce qui fait que la conception d'un projet global, et lorsqu'on veut vraiment se créer une autre énergie, ou hybrider, ou faire de l'ENR, le binôme architecte et thermicien bureau d'études est nécessaire pour vraiment mettre tout ça en place sur un bâtiment, parce que ça peut très vite compliqué, et c'est de l'inertie aussi à étudier, et des fois, il ne faut pas avoir peur d'étudier au maximum, et même s'il faut réduire la voilure après en assemblée générale.
Moi, le seul mot que je vous encourage à faire, c'est ne lisez pas les études par peur d'un investissement trop élevé. Vous verrez bien une fois que les devis seront faits si l'ENR est rentable pour vous. Voilà. L'ENR à l'étude, l'énergie renouvelable apportée à l'étude, c'est quelque chose qui doit être intégré à tout projet maintenant si on veut avoir cet objectif 2050 et contrôler ses charges, chauffage qui sont souvent les postes les plus gros après le gardien. Donc il y a vraiment un enjeu sur l'énergie renouvelable et le choix énergétique des copropriétés et de leur rénovation. Gaz ou réseau de chaleur, ça reste très bien. Il en faudra, il y en aura toujours en rénovation, parce que des solutions 100% renouvelables, ça n'existera très peu en copropriété rénovée, parce qu'on aura toujours un bâti performant, mais pas non plus dans les standards du neuf en tout point. Hein. Il y aura quand même des fois des postes qu'on ne pourra pas faire. Et donc c'est important de garder cet esprit-là et ne pas penser qu'on peut tout faire en pompe à chaleur ou comme dans des maisons où ce qu'on peut faire miroiter. Voilà, il y a une réalité du terrain qui est propre à chaque copropriété et ces projets-là permettent de vous montrer voilà, ces potentiels. Voilà. Et dernière chose, la géothermie, donc aussi quelque chose qui est en vogue. Donc il y a deux types de géothermie. Pour faire simple, il y a la sonde avec nappe phréatique. Donc on va chercher des calories dans une nappe avec de l'eau qui est maintenue à température parce qu'elle est dans une couche du sol qui permet de maintenir une température, on va dire, linéaire toute l'année. Et donc on va puiser ces calories pour alimenter une pompe à chaleur au haut et gagner en énergétique. Et après, on a aussi des pompes à géothermie sur sonde, où on va tout simplement planter une sonde à une épaisseur donnée du sol et faire circuler de l'eau dedans, et elle va puiser les calories dans le sol afin de pouvoir assurer une température de départ pour la pompe à chaleur. Donc c'est des solutions qui existent, beaucoup plus niches quand même, parce que ça demande beaucoup plus de travail de conception et de prospection au niveau du sol, et ça a un coût également peut-être beaucoup plus élevé que des solutions, on va dire, un peu plus simples à mettre en œuvre. Et peut-être juste pour compléter cette partie, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a des retours d'expérience que vous pouvez retrouver sur la carte des copropriétés rénovées, notamment la géothermie. J'ai un projet en tête dans le 92. Exactement, il y en a aussi un sur Paris. Le photovoltaïque, on en a aussi sur Paris. Donc n'hésitez pas à consulter. Vous pouvez filtrer photovoltaïque ou énergie renouvelable et voir ce qui a été fait sur ces bâtiments et est-ce que potentiellement ça pourrait aussi convenir, en tout cas l'intégrer à l'étude que vous allez faire dans le cadre de votre copropriété. Oui, c'est vraiment quelque chose d'étonnant qui vient pas à l'esprit de prime abord, mais réellement la géothermie, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Donc il y a des contraintes, c'est pas pour n'importe quelle copropriété, enfin il faut un peu de place, etc. Mais effectivement, il y a des cas réussis, même à Paris intramuros. Hein. Pour des immeubles, oui, tout à fait, des copropriétés. Ouais, ouais. Donc j'ai vu des stations faites dans des sous-sols ou R-2 où ils avaient de la place. C'est assez étonnant, mais avenue Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement, il y a le cas. On peut le consulter sur Coach CoPro. D'ailleurs, ça fait la passerelle vers le sujet que je voulais aborder maintenant brièvement, qui est les compétences nécessaires et l'importance du choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Vous vous rendez compte que on n'est plus dans presque une forme de naïveté du passé, mais on est vraiment dans des domaines pluridisciplinaires assez poussés. Et quand on y pense, pour nous, maîtres d'œuvre, les prix n'ont pas vraiment augmenté par rapport aux compétences qui maintenant sont attendues d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, dans ces équipes pluridisciplinaires, il y a quand même l'architecte qui convient d'être mis en avant et qui se retrouve vraiment dans le centre de tout cet écosystème que constitue la maîtrise d'œuvre. À condition qu'il ait les compétences et la curiosité technique. Oui, je parle de certains architectes et pas de certains autres, mais on parle du principe que, alors un petit aparté sur l'architecture. Les architectes, il y a toutes sortes d'architectes. On sort de l'école d'architecture avec une formation généraliste et c'est après, en travaillant en agence et puis après à son compte, etc., on rentre dans des filières ou dans des spécialisations sur lesquelles, avec le temps, on finit par se spécialiser. Donc, vous pouvez avoir un architecte qui a un certain âge, une certaine expérience en termes d'années, mais qui est novice dans ce genre de
de situation. Donc justement, tu me tends la perche. Je peux ajouter quelque chose aussi. Important de savoir que aussi des fois le BET donc thermique et fluide a une énorme plus-value sur la thermique parce qu'on peut travailler avec des architectes très mûrs sur l'isolation et avoir des architectes qui sont plutôt mûrs sur des ravalements classiques et des fois on se retrouve à accompagner des architectes sur la partie comment bien isoler, comment bien recouvrir ce bâtiment de son manteau d'isolant afin que l'enveloppe soit la plus performante. Donc c'est important de vraiment avoir la collaboration architecte-BET des fois qui est très forte sur le thermique quand l'architecte peut avoir plus de faiblesse sur ce côté-là qu'un autre. Et donc la pluralité des deux disciplines, BET et architecte, est très complémentaire à ce niveau-là. Et parfois, l'architecte, c'est pas le cas de Pouget, mais doit pousser aussi le bureau d'études pour qu'il se bouge un peu et qu'il ne remettent pas des vieux copier-coller d'avant. Avec des pompes à chaleur partout, sur tous les balcons. Mais pour revenir donc à mon petit aparté sur l'importance du maître d'œuvre, je vous encourage, donc, bon, vous êtes la plupart adhérents de l'ARC, donc vous n'avez aucune excuse, à prêter particulièrement attention à la mise en concurrence de l'architecte. Donc, l'architecte, il n'existe pas d'architecte de l'immeuble. Ça n'existe pas, c'est pas un poste, c'est pas une charge, c'est pas une rente. À la limite, vous avez l'architecte qui intervient habituellement sur l'immeuble. Mais architecte de l'immeuble, ça, les syndics utilisent ce terme par facilité. Ça ne correspond pas à une réalité contractuelle. Donc, vous avez des travaux, vous avez un architecte. Alors, ça se trouve que vous le connaissez déjà, il est déjà intervenu. Il vous fait une proposition d'honoraire pour ces travaux-là. Ce n'est pas un abonnement, tous les ans, vous payez l'architecte, etc. Donc c'est très important de mettre en concurrence et de chercher l'équipe où l'architecte sera la pièce centrale et qui saura évidemment avoir des qualités d'écoute vis-à-vis de la copro, mais aussi vis-à-vis de l'équipe de maîtrise d'œuvre et être au courant des dispositifs d'aide et pas débarquer complètement. Donc moi, j'ai noté quelques des qualités qu'il faudra vérifier lorsque vous faites un appel d'offres. Vous allez vous demander à 2-3 architectes de vous faire une proposition d'honoraire et vous le faites visiter l'immeuble, évidemment, et vous essayez de le sonder et d'avoir des réponses sur des questions, comme par exemple l'expérience dans ce type de projet et dans ce type de bâtiment. Alors moi, dans ma carrière que j'ai abandonnée il y a 3 ans en libéral, j'avais fait pas mal d'hôtellerie. Avant, j'avais fait des bureaux. Et quand j'ai fait mon premier ravalement de copropriété, c'était mon premier ravalement de copropriété. J'avais déjà 15 ans d'expérience et j'étais novice. Donc voilà. Donc expérience, la capacité de communication aussi, et dans les deux sens, et qualité de pédagogie, et aussi de la patience. Parce que là, on jette un peu la pierre sur l'architecte, mais il y a aussi... Il faut trouver un mode de fonctionnement entre le conseil syndical et l'architecte. Donc, et ça va dans les deux sens. Et puis on sait qu'on va se côtoyer pendant au moins 5 ans. Voilà, là c'est un mariage. C'est un petit mariage, une fois par semaine, pendant les travaux et pendant la phase d'études, voire très souvent. Donc il faut discipliner tout ça, les rapports, comment est-ce que on interpelle l'architecte, c'est pas tous les jours on lui envoie des mails avec 5 interlocuteurs différents. Voilà. Il faut mettre des règles du côté du conseil syndical, créer une commission de travaux, avoir un seul interlocuteur. Et puis du côté de l'architecte, il faut que vous sentiez, ou peut-être le noter dans son contrat, qu'il y ait un certain nombre de réunions qui soient prévues d'office et que ce ne soit pas des réunions en vacations supplémentaires, etc. Parce que ça, après, ça devient un frein à la réalisation de ces réunions-là. Capacité aussi donc à libérer le temps de travail nécessaire à la mission. En quelque sorte, si vous avez un architecte qui travaille tout seul, qui a déjà 2 ou 3 rénovations sur le feu, ça va être compliqué pour lui. Il peut se retrouver en difficulté et alors là, le risque, c'est que vous vous retrouvez dans un rythme qui est je reviendrai après, le fameux temps long de la copro, et si vous ratez une case, vous perdez du temps, etc. Donc il faut éviter de se retrouver dans cette position, et donc il faut que l'architecte ait la capacité d'accorder le temps nécessaire à votre projet. Il faut qu'il connaisse une copropriété, ce que c'est qu'un voté à l'article 24 ou l'article 25, ce que c'est qu'une résolution, etc. Donc ça, c'est le b.a.-ba, ça peut paraître comique, mais c'est nécessité. Et il faut aussi qu'il connaisse l'univers des règles, des règlements et des aides disponibles par les pouvoirs publics, parce que ça aussi,
il ne peut pas être complètement novice dans la matière. Pour le rythme long de la vie de la copro, j'en ai déjà parlé un peu. Alors nous, à l'ARC, on a un schéma qu'on appelle en interne le Z des travaux, qui est très bien. Le directeur l'appelle le petit train, mais là j'ai fait juste un condensé parce que ça prendrait une conférence à lui tout seul, ce schéma. Mais là on voit bien que il y a cette prise de conscience de la copro, des besoins de au moins étudier le devenir de la copro. On se dit qu'il y a l'obligation du PPT, allez, on fait un DTG, donc il faut le voter en AG. Donc pour le voter, il faut avoir une proposition, un devis, etc. On exécute ce projet, enfin le bureau ou l'atelier, enfin l'architecte ou le bureau, le groupement qui fait le DTG fait son travail. Vous l'adoptez, le PPT, en AG suivante, et vous votez sans trop perdre de temps dans la même AG, parce que vous avez eu en avant-première en primeur, avant l'AG, vous avez eu le contenu des préconisations, et vous vous dites, il y a un truc à faire, il y a tel et tel travaux vous permet d'atteindre 35%, on va choisir un architecte. Donc là, ça vous permet d'économiser une AG, donc vous votez ça, l'adoption du PPT et le vote de la maîtrise d'œuvre. Quand vous le votez, lui, il se lance à faire sa phase d'étude-conception, il monte l'appel d'offres, et tout ça doit être validé et accompagné par le conseil syndical. Et, il monte les dossiers de subvention, avec les pouvoirs publics, donc les antennes de France Rénov' locales, donc pour Paris, Coach Copro de l'Agence parisienne du climat. Et là, on arrive au moment très important, on vote en AG les travaux, et au moment où on vote les travaux, on vote aussi les subventions. Attention à ne pas se louper. Après, on a la phase de réalisation des travaux, et on réceptionne les travaux, si tout va bien d'une AG à l'autre, que ça peut durer plusieurs années, les travaux, et vous votez en AG la clôture des campagnes. Donc vous voyez là, dans un cas assez optimiste, on est sur un temps de 4 AG. Donc il faut vraiment, si vous avez des projets, il faut que vous preniez conscience de ça. C'est vraiment quelque chose qui est... Il faut être motivé. Il faut être motivé. Convaincu et convaincant aussi, c'est important. Oui. Et, le PPT, c'est une bonne piste pour pousser les gens, parce que là, comme je disais tout à l'heure, vous avez un document imprimé noir sur blanc où on vous dit ce qui pourrait être fait et ce que vous pourriez obtenir. Et après, il y a l'échange avec la maîtrise d'œuvre qui est fondamentale. Et il y a une idée d'essayer de raccourcir ce temps qu'on propose et qui pourrait s'installer peut-être de façon plus forte. C'est quand vous allez interroger votre binôme architecte-thermicien, ingénieur financier, donc trinôme, c'est de leur demander une offre avec une mission, une tranche ferme qui est le DTG et une tranche optionnelle qui est la suite. Si vous ne voulez pas aller à la suite, vous n'activez pas la tranche optionnelle. Quel est l'intérêt de ça? C'est l'intérêt que vous êtes plus dépendant du rythme des AG. Vous n'êtes pas obligé de faire une AG extraordinaire qui coûte toujours de l'argent. Ça économise un an. Quoi. Voilà. Et 2 fois sur le cycle, on peut économiser 2 ans. Donc nous, on pousse assez fortement pour que vous nous consultiez non plus sur le DTG, puis après reconsulter sur le truc, mais vous demandiez à vos équipes de faire un devis pour le DTG et une tranche optionnelle qui sera activée ou pas pour la maîtrise d'œuvre. Oui, mais sur quoi ils vont répondre sur la maîtrise d'œuvre? Parce qu'on ne connaît pas l'enveloppe des travaux. Quand on a vu le bâtiment, on sait à peu près un bon binôme architecte-thermicien sortant d'une visite, il sait dire à 1000 ou 2000 euros près combien ça va coûter au logement pour aller à tel niveau d'exigence. Après, il faut le prouver, donc il y a du travail à faire. Mais voilà, donc cette idée qu'il faudrait faire prospérer, je pense, nous ramènerait à un temps plus court. Alors, je propose qu'on regarde un cas pratique. Donc, une opération menée on va le faire assez vite parce qu'on avait prévu du temps qu'on a un peu mangé pour les discussions. Donc, un projet qui est à Clamart. Alors, nous, on travaille très souvent en binôme. J'aime à répéter que André Pouget a été mon premier salarié il y a 40 ans. Lui, il est parti en retraite, moi, je suis encore là. Et voilà, donc un cas particulier, une résidence. Donc, on peut enchaîner les slides. Je ne sais pas combien on en a d'ailleurs là-dessus. Vous voyez, 2 bâtiments.
Vous voyez apparaître aussi sur cette maquette numérique en bas déjà l'intention de mettre des capteurs solaires. Alors, on est dans un secteur pavillonnaire et très regardé par la Chaîne des bâtiments de France, qui nous a fait part de toutes ces exigences. On va enchaîner la diapo suivante. Donc, le descriptif, je sais pas, on va pas le lire, on va essayer de tirer la scientifique moelle de cette expérience. Tu dis peut-être un mot sur les... Oui, l'objet en fait de cette copo était au fioul et ça a été très touchant et marquant par nous, notre groupement de maîtrise d'œuvre, c'est que le conseil syndical était très engagé sur la résilience énergétique et c'est eux qui ont vraiment essayé de pousser à ce qu'on étudie le maximum de solutions techniques possibles pour sortir du fioul et quelle est la meilleure solution au fioul. Et ce qui en est sorti du coup de cette consultation et de ce projet qui va être voté en décembre, c'est qu'on a pris le choix du coup de l'ancien cuve à fioul de déposer la cuve qui fait 25 000 litres, de mettre des pompes à chaleur au haut dedans, des capteurs solaires sur le toit qui vont du coup capter la chaleur émanant du soleil et de l'air ambiant pour chauffer de l'eau, qui vont être emmenés dans les bacs, et avec ça, on va couvrir 60% des besoins ECS, eau chaude sanitaire, parce qu'il faut savoir que le parent pauvre des rénovations énergétiques, c'est l'eau chaude sanitaire, chose qui n'est jamais traitée en fait dans les consommations. Et avant, dans un bâtiment, on est plutôt à 2 tiers, 1 tiers sur les consommations chauffage eau chaude, et on se retrouve après la rénovation à 50-50, parce que l'isolation fait on arrive à réduire les besoins, mais votre eau chaude, ce sont des puisages journaliers qui vont être constants, et si on ne traite pas l'eau chaude, ou si on n'essaye pas de l'améliorer, eh ben, vous aurez quand même un parent pauvre dans cette rénovation. Et là, la copropriété a insisté sur cette chose-là. Et donc, la solution qui a été proposée, c'est faire de l'autoconsommation pour alimenter ce fonctionnement de pompe à chaleur, afin que ces 60% en fait, de production d'eau chaude sanitaire soient autoconsommés et vertueuses. C'est-à-dire que ça ne revient pas à grand-chose, à part à de l'investissement. D'accord ? Donc, on fait un effort sur l'ENR. Je ne vous cache pas que ça a doublé le prix du lot chaufferie, mais sur du long terme, on voit très vite que les charges vont être très stables et qu'ils vont se préserver en fait, de toute hausse d'énergie fossile au maximum, avec l'isolation qui est décrite ici et le système performant. On va mettre la diapo suivante. On avait l'Architecte de France qui nous a posé plein d'exigences, qui nous a fait même retravailler. Il ne voulait pas ci, donc on lui a présenté ça, tout ça avec le conseil syndical. Et puis alors, donc on a eu du travail en plus. Et puis l'Architecte des bâtiments de France, il a changé. Et le suivant, ben, finalement, il aimait bien ce qu'on avait fait la première fois. Voilà, on en est là pour l'instant. Ouais, pour vous dire, il avait refusé En fait, on a voulu intégrer les occultations, donc les volets dans l'isolation thermique par l'extérieur, afin que tout le monde ait les mêmes volets, que tout soit propre, électrifié, et un parement pierre qui était très joli, je crois, pour lui donner un nouveau cachet en fait à l'immeuble, qui a été refusé parce que c'était en enduit, il fallait rester en enduit. Voilà. Et tout ça a freiné, même les garde-corps, ils ne voulaient pas que ce soit visible, la ventilation ne veut pas être visible. Donc on a eu beaucoup de freins techniques également à devoir tout masquer sur les toitures pour que le projet soit accepté. Personne ne voit, puisque les autres immeubles, c'est plutôt des maisons individuelles. Exactement. Vous voyez, un petit échantillonnage de détails techniques qu'il faut faire sans attendre la phase chantier. Hein. Ça, c'est des trucs qu'on fait en conception, pas en DTG. On le fait en phase maîtrise d'œuvre. Des images de référence, voilà. oui. À gauche, vous avez du coup les capteurs atmosphériques que je vous montre pour les pompes à chaleur. Donc ces capteurs-là noirs absorbent le rayonnement solaire. Un fluide caloporteur glycolé passe dedans pour pas geler l'hiver. Cette eau est chauffée et va dans les jolies boîtes jaunes qui sont là, qui ne sont pas des boîtes aux lettres, mais des pompes à chaleur, qui vont du coup, à partir d'une source d'énergie extérieure, pouvoir monter la température de l'eau à 60 degrés. Et la courbe que vous avez à droite, donc moi je suis daltonien, j'ai un peu plus de mal que vous à décrire, mais le plus foncé, c'est du jaune et du bleu. Le plus foncé, c'est l'appoint gaz en fait qui va fonctionner toute l'année. Et vous voyez qu'en fait, on arrive à couvrir presque toute l'année sans le gaz, et que la partie jaune, la partie bleu clair, pardon, et la partie foncée auxiliaire, c'est de l'électricité. Et cette électricité, on va du coup l'autoconsommer via nos panneaux photovoltaïques. Et c'est là où le côté vertueux arrive sur ce système. Le jaune, c'est du coup la calorie que les capteurs vont capter au quotidien. C'est l'énergie apportée. L'énergie solaire captée. Voilà, exactement. C'est l'ENR. Voilà. Et vous voyez que ces projets-là, ben, du coup, on arrive sur des projets très vertueux thermiquement et via ce programme et techniquement. Mais ça incombe quand même avoir de la place. Et donc, c'est des projets toujours un peu couture. Et ce que je vous montre là, on ne peut pas le faire partout.
Et c'est important de le comprendre. Et pour l'autoconsommation, du coup, l'autre projet était compliqué. Vu que l'architecte des Bâtiments de France nous a refusé en fait, la ventilation, en fait, on a voulu chapeauter tous les conduits de ventilation, donc qui étaient visibles. Il n'a pas souhaité, donc on a dû créer des caissons en toiture, des cheminements de gaine. Et vous voyez que la toiture, une des toitures, est donc très, très ouvragée, avec des panneaux, des cheminements de câbles. Et donc, c'était une contrainte complémentaire entre les garde-corps. Enfin, tout devait loger. Et vous voyez que des fois, on essaye de bien faire, nous, côté technique, et les instances aussi peuvent être bloquantes ou contraignantes. Et c'est tout le projet de la maîtrise d'œuvre. Et c'est pour ça qu'on prend du temps pour bien concevoir, parce que c'est important, afin de pouvoir tout anticiper et d'aller au chantier le plus vite possible après, sans contrainte majeure. Voilà. C'est important de souligner que si on vous dit qu'il y a 9 à 1 an de projet, c'est pas pour rien, c'est juste que c'est nécessaire. Oui, toiture terrasse. Exactement. La slide suivante. Ça, c'est les résultats. Donc, vous voyez, on était en fuel. Donc, étiquette des peu, on lit à gauche l'énergétique, à droite le carbone. Donc, vous voyez que les deux bâtiments étaient fortement carbonés, d'une part avec des F ou des G, qui s'expliquent par le fuel. Peut-être en aparté. Oui, en aparté, les étiquettes. C'est comme sur votre frigo hein, ou la voiture. Plus c'est en bas, plus c'est énergivore. Là, vous avez avant travaux et après travaux. Voilà. Non, oui, mais non. Il y a une histoire de consommation énergétique et l'autre, c'est les gaz à effet de serre. Oui, exactement. Ah, ok. Ouais. Et donc, voilà les résultats après travaux. Sachez que voilà, on n'est pas en B parce que le bâtiment, on peut malheureusement des fois ne pas y aller. Et il y a la composante carbone aussi qui est importante maintenant dans les projets et dans les diagnostics. Et vous voyez qu'en carbone, on est en étiquette C parce qu'il y aura fatalement du gaz. Et qu'il y a aussi une petite aparté, c'est que nos logiciels thermiques qu'on nous impose, des fois, ne sont pas adaptés aux idées novatrices. Diapo suivante, s'il en reste une ou deux. Bon, voilà des vues de la maquette numérique. J'en ai parlé, on n'a pas trop le temps. Simplement, c'est ça qui installe la transparence, donc la confiance, et je dirais même la garantie de performance, parce que si on a tous confiance dans cette maquette, toutes les simulations qu'on va faire sur cette maquette sont dignes de foi, parce que c'est le jumeau numérique de votre bâtiment. Et c'est très important pour le dialogue qu'on a en conseil syndical ou en AG. C'est très important pour le dialogue qu'on a avec les architectes des bâtiments de France ou les autorités administratives. C'est très important lors de l'appel d'offres parce que les entreprises vont comprendre tout de suite la géométrie du bâtiment, les détails techniques et surtout elles ne vont pas nous inventer 1 mètre carré parce que si je clique sur la terrasse, je saurai qu'elle fait 282,22 mètres carrés. Donc j'ai entreprise, c'est pas la peine d'inventer des mètres carrés. Le conseil syndical, il a la maquette. Le syndic, il a la maquette. On connaît tous les vraies quantités. Donc ça calme le jeu et ça permet d'avoir des appels d'offres plus serrés. Et ça sert pour le futur aussi, parce qu'après ça sert pour le futur. Elle reste. Oui, parce qu'elle reste et elle va servir de base de données, peut-être, si elle est bien exploitée, de gestion prédictive. La gestion prédictive d'un bâtiment, ça coûte 10 fois moins cher qu'une gestion curative dans l'urgence. Et même pour nous, en tant que bureau d'études, c'est plus facile et agréable de travailler sur de la maquette pour de l'implantation, de la faisabilité aussi d'implantation d'équipements. On peut facilement du coup se rendre compte de la faisabilité d'un projet selon ce qu'on prévoit avec une maquette, qui n'est pas le cas de tout prestataire, mais ça facilite beaucoup les échanges en tout point. Alors pour clore cette conférence, avant une mini-session de questions-réponses, je souhaiterais interroger Jessica en primeur sur comment elle sent les futures évolutions de subventionnement. Est-ce qu'il y a de quoi avoir peur? Est-ce que on va être rassuré? Je sens une gêne là. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, plus sérieusement, alors à l'échelle nationale, je vais éviter de m'exprimer parce que finalement, on est dépendant de la loi de finances, donc on est aussi dans l'attente. On n'a pas plus d'informations que vous à l'heure où je vous parle. Après, à l'échelle locale, c'est pour ça que je disais que c'est important vraiment de contacter vos interlocuteurs à l'échelle locale parce qu'on a pour le coup des dispositifs qui durent. Je pense au cas du dispositif Éco-Innovant Paris Plus qui est en tout cas en cours jusqu'à fin 2026. Donc on a encore 2 ans devant nous. On a également le diagnostic technique global, donc il y a un financement de la ville de Paris de 5 000 € pour effectuer ce DTG qui est également en cours au moins jusqu'en 2026. Donc voilà, il y a des choses qui restent. Moi, je pense que ça fait quelques années maintenant que je suis à l'agence et qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'aides, en tout cas pour les copropriétés, pour pousser à la rénovation énergétique globale.
On ne consomme pas les enveloppes chaque année, donc je pense qu'on devrait en tout cas repartir sur un autre cycle de financement. Après, voilà, l'avenir nous le dira très rapidement. Oui, du côté du DTG, les 5 000 €, alors si à Paris c'est maintenu, on sent, nous, à l'ARC, qu'il y a des petites modifications qui sont introduites dans les communes, enfin dans les départements qui font partie de la métropole Grand Paris. La métropole du Grand Paris a également un dispositif d'aide pour le DTG et pour la maîtrise d'œuvre. Et donc là, les derniers dossiers qui passeront doivent être déposés avant le 31 octobre, donc à la fin du mois. Tous les dossiers en cours, il n'y aura pas de problème. Et tous les dossiers qui seront déposés après ne pourront pas bénéficier de financement, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Donc après, on verra, je pense pareil, on est à la fin d'un cycle, donc il y aura certainement un autre type d'aide, d'autres enveloppes. Mais en tout cas, à date, pour les copropriétés qui ont voté leur DTG, qui ont voté leur maîtrise d'œuvre, c'est le moment de contacter vos conseillers et de faire le dépôt de financement d'ici la fin du mois. Voilà, une bonne suggestion. On peut passer à quelques questions-réponses, Xavier ? Madame, Monsieur, bonjour. Madame Soulier, donc je suis membre de conseil syndical. Nous avons effectué un DTG donc, dans notre copropriété et l'un des principaux gains en termes énergétiques était évidemment le passage en double vitrage. Or, tout ce qui concerne les fenêtres relève du privatif. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, on va dire, de motiver les copropriétaires, sachant qu'on est une grosse copropriété, pour effectuer ce type de travaux? Et est-ce que ça peut prendre place dans le cadre du PPT ? La loi Allure stipule que la fenêtre, qui était une partie privative, reste une partie privative, mais d'intérêt collectif à partir du moment où vous avez voté en AG l'isolation et le remplacement des fenêtres. Le risque, alors on sait que le syndic ne va pas envoyer un huissier tous les jours pour vérifier si la fenêtre est changée. Mais le risque qu'encourt la copropriété, si vraiment il y avait de l'abus, parce que vous avez touché ou vous allez toucher des subventions au titre d'une performance atteinte grâce au changement des fenêtres, et si les fenêtres n'étaient pas changées, l'État pourrait vous demander le remboursement des aides. Mais de toute façon, ça va contre l'intérêt du confort des habitants. Donc à partir du moment, et la loi Allure précise même que les fenêtres de plus de 10 ans doivent être changées. Bon, après, nous, on met un peu de souplesse là-dedans, mais voilà le texte. Donc c'est bien une partie privative, c'est bien payé par le propriétaire, mais comme ça contribue à la remontée d'étiquette globale du bâtiment, ça doit être changé. Et en complément de ça, il faut mettre aussi le changement d'effet dans le contexte du bâtiment. Alors c'est peut-être un bâtiment d'après-guerre, fortement vitré, avec que des balcons, et peut-être qu'il faut prendre conscience que ces bâtiments-là, le vitrage est une partie privative, mais qui va tellement engendrer d'économies aux parties communes, ou d'intérêt collectif, que c'est un gisement principal. Et nous, on a beaucoup de projets de bâtis, on va dire, plus modernes, 70-75, où là, on mettait beaucoup de surface vitrée dans les immeubles, avec peu de surface pleine, en fait, et on se rend compte que la fenêtre, c'est presque le mur de l'immeuble, c'est les façades. Et donc, les copropriétaires prennent conscience que ça doit être une partie privative, elle est omniprésente dans la façade, et donc, il faut se l'avouer, c'est le changement des fenêtres qui va faire l'intérêt du projet. Et là, je pense que c'est un travail de concertation et d'acceptation des copropriétaires là-dessus, en fait. Et c'est le plus dur, c'est le plus dur. Et le confort également. Oui, il y a monsieur qui a été plus rapide. Oui, bonjour. Donc moi je suis dans une copropriété à Paris, un immeuble des années 30. Alors j'ai plusieurs questions. Une, c'est des charges importantes de faire des travaux de rénovation. Et donc la propriété elle serait plutôt dans une logique d'étaler ça sur plusieurs lots, plusieurs années. Et si on fait ça, le gain des 35%, on va l'obtenir qu'à l'issue du troisième lot. Donc est-ce qu'on peut bénéficier de ça ? Donc vous n'aurez pas d'aide. Alors, non, mais c'est une excellente question. Oui. Parce qu'elle revient sans arrêt. Comprenez, faites-nous confiance. Alors vous allez dire que... Non, parce qu'on gagnerait plus d'argent d'ailleurs si vous étalez, parce qu'on va surveiller le chantier pendant 10 ans, ça coûtera 10 fois plus cher que pendant 1 an, ça c'est clair. Vous aurez le sentiment de vivre dans un chantier permanent, et vous ne bénéficierez en aucun cas des mutualisations possibles, des frais d'installation de chantier, de l'échafaudage, enfin autant d'éléments qui coûtent cher. Étaler, c'est perdre les aides, c'est vivre dans un chantier pendant X années,
et c'est payé, alors je ne veux pas dire 2 fois le prix, mais en tout cas, ça sera globalement beaucoup plus cher de fractionner, parce qu'il n'y aura plus la mutualisation des installations, de chantier, de repli, de machin, etc. Oui, le conseil de l'ARC serait de justement mettre en balance les deux scénarios. Scénario élément par élément, acte par acte, qui s'étale sur un certain nombre d'années, combien ça coûterait, etc. Ça, le PPT peut vous aider. Et le scénario qui aussi apparaît dans le PPT, de savoir, on fait tout dans une grosse campagne de travaux. Et ça vous permet de voir un peu oui. Le PPT, vous donne plusieurs pistes. Et après, après l'avis de la copro choisit tel travaux, telle façon de faire. Mais lors du PPT, on vous présente plusieurs scénarios et vous pouvez faire plusieurs types de simulations. Le PPT va vous préciser tel poste, il ne va pas tenir 5 ans. Bon, et puis tel autre poste, il faudra y penser dans 10 ans. Après, c'est une stratégie à avoir, mais faire tout bien du premier coup coûte toujours moins cher que de faire par petits bouts étalés dans le temps. C'est pour ça également qu'avec l'ARC, avant qu'il y ait l'obligation de PPT, on avait co-construit le cahier des charges DTG, Diagnostic Technique Global, dans lequel en fait on travaille sur des scénarios de travaux. Donc des travaux dont initialement on regroupe les postes afin d'éviter justement de faire poste par poste et d'étaler sur 10, 15, 20 ans après les travaux. Après, le PPT, maintenant, il est obligatoire. On l'a intégré également dans le diagnostic. Donc après, c'est à vous de choisir, en fonction de la maturité de votre projet, ce que vous souhaitez faire ou non. Et peut-être pour rebondir sur la question du monsieur, le rôle de l'AMO est là aussi pour soi. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est là aussi pour vous aider, vous indiquer le reste à charge par rapport aux travaux que vous allez effectuer. Voilà, si c'est 100 € par mois, si c'est 50 € par mois pendant X années. Voilà, vous savez aussi, par rapport au financement, qu'est-ce qui vous restera à payer. Oui, une précision sur l'avant-dernière question concernant les fenêtres à changer pour avoir le double vitrage. On a mis en évidence que c'était effectivement, entre guillemets, un bien privé. Mais la question précise, c'est est-ce que, dans le cadre d'économie d'énergie, pour l'ensemble de la résidence, on peut utiliser la loi Grenelle qui oblige du coup tous les copropriétaires à effectuer sur une durée de peut-être X mois à convenir, j'en sais rien, qui les oblige à adopter le changement de fenêtre. Loi Grenelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Eric, moi je vous ai ajouté quelque chose. Les lois sont quelque chose, mais l'AG est souveraine. Donc déjà, si la copro vote le changement des fenêtres, le syndic est en pouvoir de l'imposer, entre guillemets, enfin que le syndicat l'impose, et après il y a un rôle majeur sur la pérennité du gain, du confort et de tout l'enjeu de la rénovation. Donc et l'enjeu de remboursement des aides, exactement. Si jamais vous n'avez pas fait ce que vous avez dit que vous allez faire, qui a valu que vous ayez des aides. Si vous voulez, on a même des cas où ce travail-là met du trop de temps, et on est à plus d'1 an, 1 an et demi après le vote du travaux, pour avoir les états des lieux des fenêtres, et tellement que c'est contraignant, cette inertie sur les fenêtres, mais c'est devenu obligatoire dans certains projets. Et moi, je pense que l'AG déjà a lieu de ça pour voter, et ensuite au syndic de relayer ces obligations une fois que les travaux ont été votés par l'Assemblée générale. Oui, j'ai une question par rapport aux aides, justement. Là, vous n'avez pas du tout parlé d'une aide qui nous avait été pas proposée, mais dont on nous a parlé. C'est-à-dire que si on avait pour 50% d'économie d'énergie, on aurait droit à 45% d'aide. Alors, est-ce que ça, c'est supprimé ou bien pourquoi vous n'en avez pas parlé du tout ? Alors ça, c'est donc la prime rénov qui est déclenchée à partir de 35% de gains énergétiques. Et après, on a un palier supplémentaire qui est à 50%. Je pense que c'est de ça dont on vous a parlé, qui existe toujours, est toujours d'actualité. On n'en a pas parlé parce que déjà, c'est très dur d'arriver à 35%. Mais pour les immeubles où vous arrivez à 50, 51, 52, bah, c'est super. Et c'est que du bonheur, parce que c'est un bonus. Voilà. Alors, si vous êtes dans le cas où vous allez arriver à 47%, il faut peut-être voir des actes, le plafond des caves, des choses. Il faut essayer de gratter. Demandez à votre maîtrise d'œuvre de pousser son talent.
Bravo. Bonsoir, résidence Les Acacias, syndicat CoPro, 93, Paris Terre d'Envol sur le secteur. Il y a déjà un projet en cours. Là, je m'interroge par rapport à un dire que vous venez de faire sur les fenêtres. Nous sommes plusieurs copropriétaires à avoir changé, comme c'est un immeuble des années 75, à avoir changé nos fenêtres, toutes les baies vitrées. Pour certains, il y a un peu plus de 10 ans, tout juste. Alors que d'autres copropriétaires ne l'ont pas fait, c'est-à-dire que nous avons payé l'énergie pour eux, parce qu'il ne faut pas négliger qu'il y a quand même une diminution de l'apport énergétique. Hein. C'est-à-dire que nous avons un gain à peu près de 4 degrés minimum, hein, que l'on observe, hein, dans nos appartements. Et ces gens qui n'ont rien fait, là, vont peut-être passer dans les enveloppes qui vont les aider pour le faire, hein, ou tout au moins les gens qui se sont mis en place vont tout faire pour les aider. Et que ceux qu'on fait avant, on va leur demander de changer à nouveau, si ça fait plus de 10 ans. Je vous conseille d'appeler l'ARC, de demander un juriste et voir comment vous pouvez... Alors ça, il faut fédérer autour de vous des gens. Hein, et donc pour cela, il faut informer et expliquer la situation pour voter des travaux privatifs d'intérêt collectif. Hein. Pour des cas concrets, je peux vous expliquer comment nous on fait, en tout cas avec Architecte Pellegrin. On fait des états des lieux en fait en phase de préparatoire de chantier, et nous-mêmes on va juger de la qualité du vitrage existant, et on a ce droit de regard sur fenêtre plus de 10 ans, 15 ans, on va vous demander les factures, le fameux UW, UG qui sont des coefficients thermiques de fenêtres, et là on va entre guillemets trancher sur compris, pas compris dans le changement des fenêtres, et c'est lors de ces états des lieux qu'on va définir qui va réellement changer ces fenêtres. Voilà. Madame, avec les micros. C'est différent. Je ne sais pas s'il faut que je continue. Allez-y, on finit. Le RGE n'a rien à voir avec de quoi on parle. Que ça a été posé par un RGE, tant mieux pour vous, et ça devait l'être. Ce qui compte, là, c'est la performance du vitrage qui va être du coup prise en compte dans le calcul du gain énergétique en fait, de la simulation. Le problème est que quand le particulier demande le changement des fenêtres, il ne connaît pas le type de prescription qu'il faut absolument imposer, notamment par exemple la grille d'entrée d'air, que souvent il n'embête pas. Et donc l'artisan, il a un peu ce qu'il met sous la main, même s'il est RGE. C'est pour ça que dans ce cadre-là, vous avez intérêt à lancer une consultation sur la base d'un cahier des charges précis rédigé par la maîtrise d'œuvre. Et commun à l'immeuble. Voilà. Donc vous avez en quelque sorte un cahier des charges pour tous ceux qui souhaitent changer leur fenêtre. Donc ils savent que c'est ce type de fenêtre et même éventuellement tel type de fournisseur. Voilà, on va arrêter là, chers conférenciers. Alors, on peut les applaudir pour leur intervention. Merci à vous toutes et tous.